cette conférence est une conférence qui a plusieurs particularités. Premièrement, c'est une conférence dont l'envergure, elle est beaucoup plus grande que l'envergure des conférences précédentes. Par le nombre des invités, on s'attend à... On va lancer des invitations pour à peu près 1400 invités. On s'attend à une présence de à peu près 800 personnes. Ça c'est d'une part. D'autre part, c'est la qualité des invités. Les invités, il y a des invités, comme l'a dit Simon, dans la matinée, la session d'ouverture, l'opening cérémonie, des invités politiques de haut rang, c'est-à-dire des chefs de gouvernement, des chefs d'État, mais en plus des gens très connus, très célèbres dans les milieux des affaires, à la tête de grands groupes internationaux. Ça, c'est première importance. Deuxième importance, cette conférence vient alors qu'on est en fin de phase de préparation du premier plan de développement de la Tunisie pendant la Deuxième République, c'est-à-dire après la Révolution. Très important parce qu'on ne peut pas faire une conférence d'une telle envergure sans avoir une vision. Et donc c'est ce qu'on va exposer en premier, c'est-à-dire la nouvelle vision de la Tunisie, Deuxième République. Donc c'est le premier plan de développement. Je vais parler un petit peu du plan de développement sans vraiment entrer dans le détail. On a commencé, ça fait une année, les premières réunions dans les régions ont eu lieu à partir du 31 juillet 2020, l'heure d'avril. Cette année, on a fait le sens contraire. Le plan est parti des régions. Donc ce sont les commissions au niveau des régions qui, les commissions qui comprennent bien sûr la société civile, les administrations régionales, les experts dans les régions, tout le monde a été impliqué pour que les premières idées du plan et des propositions partent réellement des régions, qui connaissent mieux leur terrain et leurs besoins. Et donc, il y a eu aussi une série d'autres réunions sectorielles. Donc, on a été voir tous les secteurs d'activité en Tunisie, économique et non économique. Et donc, au total, il y a eu à peu près 292 réunions régionales, mais commissions régionales plutôt, et 150 à peu près commissions sectorielles. Au total, le nombre de gens et d'experts qui ont participé à l'élaboration du plan 2016-2020, ça fait entre les régionales et le sectoriel quelque chose comme 26 000 personnes. Donc là, c'est l'approche participative qui a été très volontariste. Et la troisième caractéristique du plan cette année, c'est qu'il a consacré réellement, par les chiffres, et on en verra quelques-uns tout à l'heure, la discrimination positive en faveur des régions. J'en parlerai à la fin de ma présentation. Donc, les objectifs de ce plan, c'est, comme je viens de le dire, concrétiser la nouvelle vision de la Tunisie. Donc, sur la base des 5 axes du plan, je rappelle les 5 axes du plan brièvement. Donc, nous fonctionnons et notre vision tourne autour de 5 axes principaux. Le premier axe, c'est la bonne gouvernance, la réforme de l'administration et la lutte contre la corruption. Deuxième axe
d'une économie à faible coût à un hub économique. Troisième axe, le développement humain et l'inclusion sociale. Quatrième axe, la concrétisation des ambitions des régions. Et le cinquième axe, l'économie verte, pilier du développement durable. Voilà les 5 axes du plan. Et deuxième objectif, c'était de concrétiser le nouveau modèle de développement qui réunit 3 caractéristiques essentielles. L'efficacité, l'équité et la soutenabilité. Bien sûr, avant la première phase d'élaboration du plan, c'était une phase de diagnostic nécessaire pour l'élaboration de toute vision, je dirais même pas le plan, une phase de diagnostic sérieux, sans complaisance, a été menée au début des travaux de préparation du plan. Il s'en est sorti que le modèle de développement avec lequel nous fonctionnons jusqu'à aujourd'hui, il est arrivé à un stade où il ne peut plus fonctionner. C'est un modèle qui a un faible impact sur l'emploi et surtout l'emploi des diplômés de l'enseignement supérieur. Vous savez très bien que le taux de chômage au niveau de cette catégorie-là, elle avoisine les 28,6%. C'est dire que l'ancien modèle de développement n'arrive pas, n'a pas les solutions pour absorber la nouvelle vague croissante des diplômés du supérieur. Deuxièmement, deuxième constat, un des autres constats, parce que je ne vais pas dire tous les constats de cette diagnostic, le faible taux de contribution des investissements dans le PIB. Sur la période où, je dirais même en 2015, le taux des investissements représentait seulement 19,4% du PIB. Est-ce que c'est suffisant? C'est pas suffisant, je dirais. Il faut comparer. Je vous donne des chiffres. Le Maroc, ce chiffre-là, il est de 30%. L'investissement représente 30% du PIB. La Malaisie, c'est 27%. Le Royaume-Uni, c'est 23%. Donc, c'est dire que l'investissement n'est pas encore en train de jouer le rôle qu'il doit jouer dans le développement économique du pays. Parlant du développement régional, aussi dans le diagnostic, l'indice du développement régional, il y a un indice de développement régional calculé qui a montré dans le diagnostic qu'il y a une inégalité assez importante entre les régions côtières et les régions du nord, de l'intérieur. Sans trop tarder, je ne peux pas passer sans le diagnostic au niveau de la gouvernance et du cadre institutionnel, prolifération du commerce parallèle, accroissement de la corruption et sans parler de la lourdeur administrative. Je passe sur des constats, sur les politiques sociales, le taux de la pauvreté, les équilibres financiers du pays, on en parle assez souvent, les ressources naturelles et la protection de l'environnement. Donc à ce point-là, on a constaté que notre modèle de développement ancien a contribué énormément pour la dégradation de certaines régions côtières. Et le coût de la dégradation de l'environnement dans certaines régions avoisine les 2,7% du PIB. Parce qu'il y a eu une concentration sur certaines régions dans l'industrie. Voilà un petit peu le diagnostic du développement. Une fois fait, des réformes s'imposent. Vous savez tous qu'il y a des réformes qui ont déjà été élaborées ou pratiquement achevées. Il y a des réformes en cours et des réformes qui vont être engagées. Réformes déjà réalisées, le système bancaire, le partenariat public-privé, la loi sur les énergies renouvelables, le décret sur le marché public,
Ça, c'est des choses qui ont été déjà réfléchies et donc remises à l'ordre du jour. Il y a des réformes en cours, la formation professionnelle, le système éducatif, la sécurité sociale, le code de l'investissement. Parlons un petit peu du code de l'investissement qui sera un des points phares de cette conférence. Le code de l'investissement, je cite au passage que notre rendez-vous est pour demain avec l'ARP. Donc demain, il passe en séance plénière et on espère qu'entre demain et après-demain, on sortira avec un code de l'investissement qu'on présentera pendant la conférence. Il y a des réformes qui n'ont pas encore commencé, mais qu'il faut faire. Le système de compensation, c'est très important. Les entreprises publiques, la réforme des entreprises publiques, les programmes d'animation pour les jeunes, le code d'échange, et j'en passe. Donc, on a un petit peu une mosaïque de réformes, des réformes déjà engagées, des réformes en cours et des réformes qui vont être engagées très rapidement. Donc là, les objectifs, partant de là, de ce plan, je cite quelques chiffres. Donc, au niveau de la gouvernance et des grandes réformes, on voudrait réformer l'administration, le système judiciaire et le système pénitentiaire, instauration d'une plateforme de protection sociale, notamment à travers la réforme des régimes de sécurité sociale. En ce qui concerne l'axe, par exemple, d'une économie à faible coût à un hub économique, on voudrait réduire tout d'abord le taux de chômage pour passer d'un taux de 15% à un taux de 12% en 2020. La promotion de l'innovation et la créativité, très importante pour un modèle économique, et ça à travers le dédoublement du nombre de brevets. En Tunisie, il y a aussi des objectifs en matière de développement humain et inclusion sociale, hisser l'indice du développement humain à 0,772 en 2020 contre 0,729 en 2015. Réduire le taux de pauvreté pour passer de 15,5% à 10%. Réduire le taux de pauvreté absolue qui est actuellement de 4,6% pour passer à 2%. Et puis d'autres objectifs, je ne suis pas exhaustif ici, garantir la qualité du système éducatif, très important, et appuyer l'initiative économique féminine et accroître le taux d'activité de la femme de 28,5% en 2014 à 35% en 2020. Voilà quelques-unes des objectifs. Du point de vue économique, vous savez tous que nous avons réalisé sur toute la période 2001, 2011, 2015 un taux de croissance du PIB de 1,5% sur toute la période. On ambitionne de réaliser un taux de 4% sur la période 2016-2020. Cela suppose de réaliser pendant les années du plan des taux de croissance assez importants pour arriver à cet objectif. Je parlerai aussi de revenus par tête d'habitant. Le plan ambitionne de relever le revenu par tête d'habitant. Il est actuellement de 8070 pour arriver à un taux de 12 520 dinars. Des objectifs aussi pour le taux d'épargne, le déficit courant, le taux d'inflation. Nous allons vous donner tous les chiffres parce que ce plan-là va être adopté par une loi qui sera qui passera devant l'ARP. Je ne peux pas m'arrêter là, j'ai débordé. D'accord. Ah, d'accord. Le taux d'investissement global, là, on voudrait passer d'un taux de 19,4% du PIB à un taux de 24% du PIB au niveau de l'investissement. Et puis, je termine par une information assez importante, avant dernier point. Donc, les régions, sur les 24 régions, il y a 7 de part dans le coût global des projets. Voilà rapidement une idée sur le plan. C'était pas trop rapide pour Sewadi. Je voudrais dire 2-3 mots sur la conférence.
La conférence va avoir lieu à l'hôtel Le Palace à Damas. Donc les invités de la Tunisie seront logés à peu près dans cette région-là. Il y aura des dispositifs de 19 courants. On va avoir une réunion avec tous les ministères concernés, l'intérieur pour la sécurité, le tourisme pour l'animation et la culture, l'environnement pour la propreté, etc., etc., pour que la Tunisie soit dans le meilleur état pour recevoir ces invités. Voilà, merci beaucoup. Et désolé, Céline. Il n'y a pas de souci. Merci à tous. Je voulais juste vous dire